Alors, ce webinaire cet après-midi, il est consacré à ce qu'on appelle le centre d'opération du bâtiment et le Building Operating System. Donc, c'est ce qu'on appelle le BOC, le Building Operation Center, et le BOSS, le Building Operating System. On vous a présenté, quand on a lancé le webinaire, on vous a présenté ça sous la forme d'un superviseur multimétier. Vous allez voir qu'on est vraiment dans ce cadre-là et on va même aller un peu plus loin. L'objectif, c'est pas uniquement de présenter ce que serait un superviseur multimétier, mais vraiment ce qu'on appelle nous un centre d'opération du bâtiment dans lequel on va coupler la supervision avec la maquette BIM et faire remonter tous les flux de données qui viennent des différents systèmes du bâtiment. Et on va essayer d'approfondir un petit peu en allant vraiment dans quelle pourrait être l'architecture du système d'information qui permet de faire ça et qui permet de rendre compatible et de rendre interopérable tous ces différents systèmes. Donc, je vous propose de faire la présentation de cette manière-là, une quarantaine de minutes sur présentation et démonstration de ce qu'est le Building Operating System et le Building Operation Center, et puis une vingtaine de minutes sur les questions. J'ai tendance à déborder un tout petit peu, donc c'est peut-être 45-50 minutes et puis une quinzaine de minutes de questions. N'hésitez pas de toute façon à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat, ça me permettra d'essayer d'y répondre aussi pendant l'exposé ou réfléchir un petit peu aussi à la réponse en amont. Alors, pour me présenter un petit peu, donc moi je m'appelle Jérémy Bellec, je suis aujourd'hui président et fondateur d'une société qui s'appelle Spinalcom. On est éditeur de logiciels sur tout ce qui est système d'information BIM pour le bâtiment digital. Et donc vous allez voir que ce dont on va parler aujourd'hui autour du centre d'opération et de l'OS du bâtiment font partie intégrante de cette activité. Je viens à la base du monde plutôt de l'aéronautique et de tout ce qui est simulation et effets virtuels dans le monde de l'aéronautique. Et puis, j'ai aussi une activité de formateur à l'Executive Education de l'École Polytechnique autour de tout ce qui est système IoT intelligent et architecture des systèmes d'information IoT intelligents. Et donc, c'est ce que je vais essayer de partager aujourd'hui avec vous. Ce sont des choses que je fais autour de ces deux métiers. Dans le cadre de Spinalcom, ce qu'on développe, et la vision qu'on porte autour du bâtiment digital, et puis vraiment essayer de partager avec vous des éléments d'architecture de ce que devrait être, à mon sens, le système d'information ou l'architecture d'un système d'information pour un bâtiment digital. Alors, je vous propose de structurer la présentation de cette manière-là. Premièrement, deux petites définitions. Le BOC, Building Operation Center, donc c'est le centre d'opération du bâtiment. C'est cette interface graphique, je vais vous la démontrer rapidement, autour de la maquette BIM qui va permettre de faire remonter tous les flux du bâtiment dans son jumeau numérique, de monitorer, de visualiser son bâtiment, de le comprendre et aussi de le piloter via la maquette BIM. Et le BOSS, Building Operating System, c'est toute l'architecture du système d'information, l'architecture du système de gestion de données et de gestion de processus qui est en dessous et qui permet à tout ça de fonctionner. J'introduirai un petit peu ces deux notions aujourd'hui. Ici, je vous propose de présenter ça un petit peu en trois étapes. D'abord, je vais vous montrer ce que c'est que le centre d'opération du bâtiment. Je vais essayer de le définir et je vais faire une démonstration assez rapide d'un premier centre d'opération du bâtiment qu'on développe chez Spinalcom. Le deuxième point, ça va être plutôt un focus sur l'architecture du système d'information du bâtiment digital, essayer de voir un petit peu ce qu'il y a en dessous et où se mettent les différentes briques. Et puis le troisième c'est puisque ici on parle d'évolution vers le bâtiment digital et d'intégration du BIM dans des outils qui ne l'avaient pas jusqu'ici. On va essayer de voir un petit peu, de réfléchir à est-ce que c'est le bon moment pour évoluer? Pourquoi ça me semble être le bon moment pour évoluer? En regardant un petit peu ce qui se fait en termes de rupture technologique, d'évolution des besoins, d'évolution des business models actuels. Donc, commençons d'abord sur le centre d'opération du bâtiment. L'idée et l'objectif, c'est de simplifier. Le centre d'opération, c'est un outil qui va plutôt être dédié à l'exploitation et à la maintenance dans le bâtiment. Donc, je fais remonter tous les flux de données et j'essaie de simplifier ou de contextualiser tout ce qui est opération de maintenance dans le bâtiment
à travers la maquette BIM. Et donc là, on a un vrai différenciant par rapport à la supervision standard, dans lequel on essaie d'intégrer la maquette BIM dans la supervision. Et quand on parle d'intégrer la maquette BIM, finalement, on ne parle pas juste d'intégrer la visualisation 3D, ça c'est l'un des aspects. Et le deuxième aspect, c'est d'intégrer toute la gestion des données qui est en dessous et de contextualiser toutes les données qui viennent de tous les systèmes d'information du bâtiment. Et c'est pour ça que quand on va parler de Building Operation Center, on va aussi parler de gestion de données en dessous et donc de Building Operating System. Alors, le centre d'opération du bâtiment, on l'a dit, c'est un outil qui est censé pour nous être l'organe global de pilotage du bâtiment. À savoir, si je devais prendre une petite comparaison, l'idée c'est d'avoir votre bâtiment réel et votre bâtiment virtuel, un petit peu comme un jeu vidéo qui fonctionne à côté. Tout ce qui se passe dans votre bâtiment réel remonte en temps réel sur votre bâtiment virtuel, ce qui va permettre de le monitorer, de le comprendre, de l'analyser, puisque tout ce bâtiment virtuel, ce ne sont que des données finalement, qu'on va présenter sous la forme d'une maquette BIM. Et d'un autre côté, on va pouvoir aussi utiliser ce bâtiment virtuel pour aller piloter le bâtiment réel. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un lien entre ces deux mondes, le monde réel, le monde virtuel, et de structurer tout ça. Alors aujourd'hui, on a déjà des outils de supervision et des outils de monitoring et de pilotage des bâtiments. On peut trouver les outils, les systèmes GTB ou SCADA, on va trouver les systèmes de sécurité incendie, les systèmes de contrôle d'accès, les systèmes de GMAO qui vont faire remonter des tickets. Là, j'en ai cité que 4, on pourrait en citer beaucoup plus. Donc l'idée, c'est qu'on a déjà des bâtiments qui sont plus ou moins automatisés, avec plus ou moins de systèmes d'information déployés dans le bâtiment ou au-dessus du bâtiment. L'objectif de l'Operation Center, c'est un système unifié, global, qui va permettre de contextualiser les informations qui viennent de chacun de ces sous-systèmes-là et de faire collaborer aussi ces sous-systèmes. Aujourd'hui, par exemple, on a une problématique, j'ai une alarme qui remonte de la GTB, j'ai même des alarmes successives, eh bien c'est à un opérateur de transformer cette alarme en un ticket GMAO. Le lien n'est pas toujours bien fait, on fait souvent le lien à la main, alors qu'on pourrait se dire qu'a priori, ces deux systèmes pourraient collaborer les uns avec les autres et interopérer. Donc l'objectif, si j'essaie de lister voilà, ce qu'est le centre d'opération, ben, on peut aussi appeler ça le jumeau numérique ou le BIM d'exploitation. Et globalement, c'est un système qui aura pour vocation de contextualiser les données du bâtiment, donc ça va être contextualiser les alarmes, contextualiser les données, ça peut être les mesures qui viennent de l'objet connecté, de faire un lien direct avec la documentation technique par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le SIOE, le système d'information des ouvrages exécutés. Ça, c'est ce qu'on a présenté par exemple dans un webinaire ce matin. De faire un lien avec la GMAO, de pouvoir potentiellement donner des accès web et mobiles, donc de faciliter l'accès aussi à ces données. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester dans une salle spécifique. On peut potentiellement avoir, avec un login mot de passe, un système d'information sécurisé, accès à ces données, soit dans le bâtiment uniquement, soit même, pourquoi pas, à l'extérieur du bâtiment. Et ça, c'est un choix qu'on peut faire. Et il a l'objectif, ce système, de venir gamifier le pilotage, c'est-à-dire simplifier, vraiment rendre intuitif et ergonomique le pilotage du bâtiment. Et bien sûr, derrière tout ça, qui sont plutôt des aspects de l'interface graphique, on va retrouver tout ce qui est aspect interopérabilité, système ouvert, continuité numérique. Voilà, disons que finalement, ce système, ce centre d'opération du bâtiment, il a pour vocation à venir s'inclure dans une chaîne logicielle qui commencera par BIM et dans lequel le BIM va servir de référentiel pour tous les systèmes futurs. Alors, je vous en parle comme ça. Le mieux, je pense, c'est de vous montrer. Donc là, ce que je vous propose, c'est de passer directement à une petite démonstration qui va permettre de contextualiser ce dont je suis en train de vous parler. Et donc pour ça, je vais partager aussi mon écran. Donc ce que je vous propose, c'est de me dire, quand je vais partager mon écran, si vous voyez bien mon écran et si le partage se fait bien. Donc là, 2 petites secondes, je partage mon bureau. D'accord. Là, normalement, vous devriez voir mon bureau, donc vous devriez voir l'interface de ClickMeeting où je suis en train de partager toutes ces choses-là. Ah, je vois que j'ai un nom. D'accord. Alors,
pareil, même problème. Parfois, si vous êtes dans un environnement un peu contraint avec pas mal de firewall, je ne sais pas encore pourquoi. J'ai demandé à l'éditeur de ClickMeeting de me trouver une solution. Et parfois, ce partage ne se fait pas bien. Donc j'espère que ça va aller. C'est énervant. Bon, comme ce matin, on est en train d'enregistrer, donc ce que je vous propose, malheureusement, je vais essayer de passer rapidement sur la démonstration, mais on enregistre tout ça, et pour ceux qui n'ont pas eu le partage, on vous enverra ça, et nous, de notre côté, on essaye avec l'éditeur de ClickMeeting de résoudre ce problème très rapidement. Sinon, pour les prochains, on passera à une autre solution. Donc, pour contextualiser un petit peu ce dont on parle, normalement, vous devriez voir mon écran. Et sur mon écran, j'ai la maquette BIM d'un bâtiment, qui est le bâtiment dans lequel nous avons nos locaux. Et dans ce bâtiment, je vous montre juste plusieurs applications de ce centre d'opération du bâtiment. Donc là, on voit qu'on est sur un superviseur, sur un viewer de maquette BIM. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a transformé ce viewer et maintenant, on commence à faire remonter dans ce viewer en temps réel des données qui viennent de différents capteurs, de différents objets connectés à l'intérieur du bâtiment. Et donc là, ce que vous voyez à gauche, c'est une fenêtre dans laquelle j'ai listé les différents climatiseurs. Vous voyez en temps réel les données de température qui peuvent remonter de ces climatiseurs ou de consommation énergétique. Alors là, pour les besoins de la démonstration, c'est plutôt des données simulées par un serveur externe. Et puis, en cliquant sur ces données, on voit à gauche, par exemple, les courbes de température ou de consommation énergétique ou d'hygrométrie ou enfin, peu importe. Donc ici, on est plutôt sur des climatiseurs, donc on va être sur des courbes de consommation énergétique, par exemple. Et donc, on voit qu'ici, je suis capable de cliquer sur un climatiseur. Quand je clique sur un climatiseur ou sur un iso-climatiseur, ça me le sélectionne dans la maquette BIM. Je vois que j'ai les données temps réel sur ces climatiseurs qui remontent directement sur cette interface, qui est disponible directement via un navigateur web, et que finalement, j'arrive à retrouver l'historique ici de mes données. Et puis, j'arrive aussi à afficher une carte de chaleur ici, où finalement, sur chaque climatiseur ou groupe de climatiseurs, la donnée en temps réel se transforme en une couleur qui me permet d'avoir une carte de chaleur et d'afficher une carte de chaleur globale sur ma maquette BIM. Alors ça, c'est une petite application, c'est-à-dire une petite application de supervision GTD au-dessus du centre d'opération. Et ce que ça me permet de faire, c'est de contextualiser finalement l'ensemble de l'information et donc de monitorer tout ça en ayant peut-être une meilleure information, une meilleure vue de globalement comment fonctionne mon bâtiment. Bien sûr, je peux le faire sur les climatiseurs, mais je peux aussi planquer entre guillemets tous mes climatiseurs, ne rien afficher dessus, et puis afficher tout ça sur des salles, sur des portes avec du contrôle d'accès, etc. Donc voilà, ça c'est une première application. Donc comment je fais remonter les flux GTP. Une seconde application, donc ici ça va être des petites applications qu'on propose. Une seconde application va être plutôt centrée autour du couplage avec la GMAO. Donc ça c'est une seconde application, c'est aussi le centre d'opération du bâtiment. Vous voyez qu'on a cette fois-ci embarqué la maquette BIM et ses applications dans une interface un petit peu plus large. Et ici, ce que je vous montre, c'est une interface qui va permettre, alors à gauche, qui va être une interface qui va servir pour le mainteneur du bâtiment, dans lequel il voit le nombre de tickets, le nombre de tickets en progrès, tous les tickets qui sont résolus. On peut avoir des métriques dessus, on pourrait construire plein d'autres métriques, hein, juste pour vous dire qu'on est capable de construire des dashboards, ça toujours dans un environnement web, ce qui permet d'avoir accès avec un login mot de passe à ce superviseur dès que j'ai les droits d'accès globalement au système d'information. Et puis, à l'intérieur de ce système-là, de la même manière que dans l'autre interface, je peux visualiser un petit peu ce qu'on appelle le référentiel de mon bâtiment. Donc le référentiel avec ce bâtiment qui a 2 étages, étage 1, étage 2. Ce premier étage a plusieurs pièces, donc j'ai mon hall d'entrée, j'ai toutes les pièces de mon étage, et puis je peux référencer directement dans cette pièce tous les équipements qui sont importants. Par exemple, j'ai des portes à contrôle d'accès, j'ai l'ascenseur qui est ici.
Donc je vois que je commence à connecter ma maquette BIM, voilà, avec un outil de visualisation, et j'ai intégré finalement ma maquette BIM, ou ce qu'on appelle le jumeau numérique, directement dans un outil de monitoring de mon bâtiment. Et là-dessus, je peux faire comme ce que je vous ai montré précédemment. Je peux commencer à connecter finalement chaque équipement avec des capteurs qui le concernent. Voilà. Et donc, si on fait ça, on va voir qu'on est capable de visualiser en temps réel. Alors là, l'interface est toute petite, je pourrais la mettre sur grand écran. Mais je peux commencer à visualiser en temps réel les données qui viennent de mon bâtiment. Voilà. Et puis, je peux même, pourquoi pas, piloter aussi. Donc, par exemple, quand j'ai un luminaire, je peux l'allumer, l'arrêter à distance. Donc, je peux monitorer et piloter mes bâtiments directement à partir de la maquette BIM. Donc là, je suis sur l'ascenseur. Mais je peux aussi commencer à faire d'autres choses. Et d'autres choses, puisqu'on est sur un centre d'opération qui est censé être, on va dire, une interface générique de pilotage du bâtiment, je peux pouvoir aussi commencer à connecter ça avec la remontée de tickets, et donc générer des tickets. Donc là, ce que je vous montre, c'est qu'on a, nous, développé une autre petite application au-dessus, toujours connectée au même système de gestion de données, dans lequel je vais pouvoir générer des tickets. Donc les tickets peuvent être générés automatiquement par le système GTB, mais peuvent aussi être générés par un opérateur à l'intérieur du bâtiment. Et donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé au-dessus ou à côté de ce centre d'opération des petites applications qui vont aussi coupler. Donc là, on a une application qu'on appelle chez nous My Building, qui est une petite application mobile qui permet à des utilisateurs de se positionner dans le bâtiment et de venir déclarer par exemple des incidents. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer l'usage de ce centre d'opération. Et comme usage, on a aussi la remontée contextualisée des alarmes ou des tickets qui remontent de la GNO. Pour ça, moi, dans mon application, My Building, ici à gauche, en tant qu'usager, je vais pouvoir venir me positionner dans le bâtiment. Et donc ici, je vais retrouver exactement le référentiel que j'avais construit dans l'autre interface. Et je vais pouvoir me positionner. Par exemple, ici, dans mon hall d'entrée. Je confirme. Alors, savoir qu'ici, soit je me positionne à la main, soit dans l'application mobile, on peut aussi mettre des systèmes de géolocalisation qui vont automatiquement nous géolocaliser dans le bâtiment. Une fois que je suis localisé dans le bâtiment, il se trouve que puisque j'ai accès derrière au référentiel de la maquette BIM, et donc aux données de la maquette BIM, finalement, je vais pouvoir lister ici dans le hall d'entrée quels sont les équipements qui sont dans mon hall d'entrée. Là, je retrouve 5 équipements. Ces équipements sont exactement ceux que j'avais listés ici. Donc, dans mon hall d'entrée, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 équipements. Et je vois que mon deuxième équipement correspond à mon ascenseur. Et donc là, j'ai l'ascenseur. On pourra rajouter des petites icônes spécifiques au-dessus, ici. Et donc moi, puisque je vois mon ascenseur, si par exemple j'ai une panne, un problème, un dysfonctionnement de mon ascenseur, je vais pouvoir commencer à déclarer ça en laissant des commentaires. Je confirme et automatiquement, quand j'ai confirmé, ce ticket est envoyé au système de gestion centrale qui va mettre à jour le centre d'opération du bâtiment. Et dans le centre d'opération du bâtiment, j'ai une alarme qui apparaît. On voit qu'ici, mon bâtiment se met en transparence. Mon ascenseur qui est sous alarme se met en rouge. Ici, j'ai une alarme qui apparaît. Je peux cliquer sur cette alarme. Ça zoome sur l'ascenseur. Et ici, je peux cliquer dessus et avoir l'accès à l'ensemble des informations, des données qui étaient dans ma maquette BIM. Ou si on a mis en place un système d'information des ouvrages exécutés en liant toute la documentation du bâtiment, on va pouvoir avoir accès à l'ensemble de la documentation du bâtiment. Donc ça correspond plus à la petite démonstration qu'on a fait dans le webinaire de ce matin. Donc vous voyez qu'ici, on est sur un système dans lequel l'objectif, c'est de monitorer de manière globale le bâtiment en faisant remonter des flux, soit des données qui viennent d'une GMAO, soit des flux de données qui viennent de la GTB. On peut tout piloter plus ou moins via ce centre d'opération et on peut commencer de cette manière-là à contextualiser toutes les informations et à vraiment comprendre comment fonctionne notre bâtiment. Et non seulement nous, on peut le comprendre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, derrière tout ce système-là, en plus, c'est un système de gestion de données mutualisé. Ce qui fait que non seulement nous, on comprend, mais l'ordinateur a accès aussi à l'ensemble des données du bâtiment et à la contextualisation de l'ensemble des données dans lequel on a pu coupler des tickets ou des données de time series, par exemple, qui remontent des capteurs, avec leur contexte, c'est-à-dire avec leur capteur qui est dans un équipement, qui est dans une pièce, qui est à un étage précis dans le bâtiment. Et donc, on a contextualisé toute l'information directement dans la base de données. Ça veut dire que même un système d'information serait capable d'analyser demain toutes ces données.
Et bien sûr, là, on est en train de reproduire des fonctionnements aussi, d'enrichir des fonctionnements qui existent par ailleurs. Autrement dit, ici, si je veux voir la liste de mes tickets, je peux accéder, comme dans une GMAO, à la liste de mes tickets, pouvoir assigner les tickets, donc ça me crée finalement un petit log sur le ticket. En tant qu'utilisateur, j'accède à la même base de données, donc je vois que j'ai bien mon ticket avec le nouveau log. En tant que mainteneur, je dis que mon ticket est résolu, ça crée une résolution. Ici, ça passe mon ticket en vert. En tant qu'utilisateur, je vois que le ticket a été résolu. Et maintenant, moi, je peux repasser dans mon interface, dans mon centre d'opération. Et puis, ma maquette BIM va réapparaître ici, se recharger, et j'aurai plus ce mode alerte, et mon alarme, mon ticket aura disparu puisqu'il a été résolu. Et donc ça vient remplir une base de données dans laquelle ma vue BIM se met à jour, mes vues ici de mes petits charts de maintenance qui me permettent de lister, d'avoir des valeurs un petit peu agrégées, se mettent à jour. Les applications ici, qui peuvent être les applications pour les usagers, se mettent à jour aussi. Et donc au final, on a bien un système d'information global pour le bâtiment qui remet à jour l'ensemble de ces interfaces. Et donc ça, c'est important pour moi parce que quand on parle de centre d'opération du bâtiment, quand on parle de cette interface, quand on parle de cette deuxième interface-là, au final, on n'est pas en train de parler uniquement d'une interface. On est en train de parler simplement d'une vue, de tout un système d'information qui est derrière et qui se met à jour en temps réel. Et donc là, si je vous présente ici, par exemple, l'évolution de ces données en temps réel, vous allez les retrouver complètement ici dans une base de données. Et donc là, j'ai ma maquette BIM, je glisse et je dépose cette maquette BIM, je retrouve ma maquette en termes de données ici, et je vais pouvoir parcourir ces données-là. Et dans ces données, on va pouvoir visualiser finalement toutes les données du bâtiment en temps réel. Et donc là, par exemple, les données qui remontent des objets connectés, on est capable de les retrouver en temps réel ici. Donc là, je vais retrouver par exemple tous mes climatiseurs. Et puis, quand je prends le premier climatiseur ici, le climatiseur 1, je retrouve ces données, ces groupes. Et puis, je vais trouver par exemple sa time series, qui fait que toutes les données temps réel de mon climatiseur, elles vont se mettre à jour directement ici sur cette interface. D'accord? Et au final, pour moi, parler de centre d'opération du bâtiment, c'est pas uniquement parler de centre d'opération du bâtiment, mais c'est aussi parler de système d'exploitation du bâtiment, dans lequel, si vous regardez bien, donc là j'essaie de vous montrer un petit peu les deux interfaces. D'une part, l'interface de visualisation de l'ensemble des données ici, dans lequel ça se met à jour, et ici, le système d'exploitation du bâtiment, dans lequel toutes les données se remettent à jour en temps réel. Et donc, ce qui est important, c'est de vous dire que pour être capable de faire un centre d'opération comme ça, il faut avant tout être capable de faire un système de gestion de données qui va être capable d'aller récupérer les données qui viennent de tous ces systèmes, de faire collaborer ces systèmes en faisant collaborer leurs données, et finalement en étant capable d'orchestrer et de gérer tous ces systèmes. Donc là, c'était juste une première démonstration. L'objectif maintenant, c'est de vous montrer comment tout ça fonctionne et de vous montrer tous les principes derrière pour que, selon votre métier derrière, vous soyez capable soit de faire un cahier des charges pour fournir un centre d'opération du bâtiment, soit faire un cahier des charges pour avoir un bâtiment digital dans lequel on va concrètement pouvoir imposer à vos différents prestataires des systèmes avec des API ouvertes qui permettent finalement de faire ce lien entre la maquette BIM, le centre d'opération et les différents systèmes d'information du bâtiment. Alors au-delà de la démonstration, je vais repasser maintenant à la présentation pour essayer de vous expliquer comment tout ça fonctionne. Alors, est-ce que vous voyez bien, je suis revenu à la présentation, est-ce que vous voyez tous bien ma présentation? Parfait. Donc là, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'était un petit peu un environnement mutualisé dans lequel on fait remonter des flux. Et donc là, ce que je vous ai remontré dans cet environnement, on faisait remonter des flux soit de la GTB, soit de la GMAO. J'aurais pu vous montrer aussi des exemples avec les autres systèmes, mais l'objectif, c'était principalement de vous montrer que tout ça, c'est fonctionnel, que ça existe et qu'on est capable de le faire aujourd'hui. Alors maintenant,
comment tout ça fonctionne. Je vous ai dit que finalement, le centre d'opération du bâtiment, c'était un système qui faisait remonter les flux. Donc, on doit d'abord être capable de connecter les différents systèmes d'information entre eux. Et donc, pour connecter différents systèmes d'information, quand on est dans l'IT, on a deux manières de faire. Enfin, on a globalement écrit deux manières de faire. La première qui est, j'ai 5-6 systèmes dans mon bâtiment et je vais faire des connexions 2 à 2. Ce qui va me permettre de connecter la GTB avec la GMAO avec le SSI avec la GTB, etc., etc., etc. Alors ça, c'est une manière de faire. Cette manière, dans l'IT, on l'appelle les spaghettiware. Alors pourquoi on l'appelle les spaghettiware? Parce que vous voyez que finalement, pour connecter tous les systèmes, on est obligé de faire énormément de connexions, énormément de connecteurs, énormément de liens. Et ça, ce sont des systèmes qui, plus on ajoute de sous-systèmes, plus gérer, manager, maintenir ces systèmes-là devient complexe parce que finalement, pour faire en sorte que tous les systèmes puissent communiquer entre eux, je dois maintenir, si j'ai 10 systèmes, je dois maintenir 10 plus 9 plus 8 plus 7, etc., liens entre les systèmes. Et ça, tant qu'on est sur un nombre limité de systèmes ou de services, ça fonctionne, mais dès qu'on arrive sur des services nombreux, comme ce qu'on veut, comme ce qu'on souhaite faire avec le bâtiment digital, ça devient absolument ingérable. Et donc l'objectif, moi, c'est de vous montrer que finalement, pour rendre possible ce centre d'opération du bâtiment ou ce superviseur multimétier sur base MaquetteBeam, eh bien, il va falloir plutôt adopter une voie qui est l'architecture d'un système intelligent dans lequel je ne vais pas essayer de connecter chacun des systèmes les uns avec les autres, mais je vais plutôt essayer de décrire ce qu'on appelle un middleware au centre. Et ce middleware, ce sera celui qui maintiendra, celui avec lequel on fera les connexions, et c'est celui qui va globalement maintenir et organiser, orchestrer les connexions entre chacun de mes sous-systèmes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on appelle un système intelligent dans lequel on a décrit un système qui contient un middleware. D'accord? Et donc on voit que quand on fait comme ça, on a finalement un nombre limité de connecteurs, on centralise et on orchestre beaucoup mieux la manière dont tous les systèmes fonctionnent les uns avec les autres. Et en plus, pour faire en sorte que tout ça fonctionne, il ne va pas simplement falloir faire un système, un middleware de connexion au milieu, il va aussi falloir réfléchir par contre à quelque chose de beaucoup plus riche qui est un format de données unifié qui va permettre à tout le monde de communiquer avec tout le monde. Et donc là, on rentre dans un cadre où finalement, moi je vous parle on parle depuis le début principalement de centre d'opération du bâtiment, où finalement on parle d'une interface qui est l'interface BIM jumeau numérique qui permet de monitorer le bâtiment. Mais on voit directement sur ce petit schéma que pour pouvoir réaliser cette fonction de centre d'opération du bâtiment, il ne faut pas réfléchir uniquement en termes d'interface graphique, mais il faut réfléchir vraiment en termes de système d'information global. Et au final, ce qui va être important pour pouvoir réaliser cette fonction, c'est non seulement l'environnement graphique qui permet de présenter les données, mais surtout le middleware, le centre, le cœur du système, qui va permettre de connecter tous les autres systèmes d'information et de les rendre interopérables. Et ça, en haut, c'est ce qu'on appelle le centre d'opération, le BOC, le Building Operation Center. En bas, c'est ce qu'on appelle le système d'exploitation, donc le Building Operating System. Et donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre d'évoluer vers le bâtiment intelligent. Donc moi, ce que je propose, et donc ce qu'on me propose, c'est d'adopter toujours systématiquement ce type d'architecture, de système d'information qui existe dans l'IT depuis longtemps. Je n'ai rien inventé ici. On est juste en train de déployer dans le monde du bâtiment quelque chose qui a été déployé dans le monde de l'IT depuis longtemps et d'adapter ces solutions au monde du bâtiment. Alors comment ça se traduit dans le monde du bâtiment intelligent? Ça se traduit de cette manière. L'objectif, c'est de passer d'un bâtiment automatisé actuel qui propose de la supervision et des systèmes et parfois de la supervision multimétier à un bâtiment digital dans lequel on a toujours nos sous-systèmes ici, nos silos, mais tous ces silos, on va venir les connecter via des API à un système cœur, un système central qu'on appelle l'OS du bâtiment, donc le BOSS. Et au-dessus de ce BOSS, on va pouvoir commencer à développer et à déployer des applications digitales. Là, on rentre vraiment dans le cadre où ce que je vous propose, c'est d'orchestrer, d'organiser le bâtiment digital en 3 couches. Une couche équipement, une couche infrastructure mutualisée, une couche de service. Alors,
attention, ces services ne sont pas uniquement dans le cloud, on peut aussi avoir des services dans le bâtiment, ça c'est quelque chose d'assez important. Et là, on retrouve complètement et concrètement ce qui est proposé par exemple par la SBA avec la Smart Building Alliance, avec le label maintenant R2S, donc bâtiment Ready to Service, dans lequel ils proposent exactement la même chose, une couche équipement avec des API ouvertes, qui peuvent tous communiquer avec une infrastructure mutualisée. Alors, dans le cadre de la SBA, pour l'instant, l'infrastructure mutualisée est plus matérielle. Nous, ce qu'on rapporte, c'est aussi les couches logicielles et services sur cette infrastructure mutualisée. Et à partir de cette infrastructure mutualisée, on va pouvoir commencer à développer et déployer des services au-dessus, des services à l'intérieur du bâtiment comme le centre d'opération du bâtiment et des services à l'extérieur du bâtiment, dans le cloud, qui peuvent être des services d'énergie management, de gestion patrimoniale, etc. Et donc l'objectif final, c'est vraiment de passer au bâtiment digital. Ça, vous verrez, si vous avez assisté à d'autres webinaires, que c'est un slide que j'aime bien montrer, parce que c'est à mon avis celui qui explique bien la vision et l'objectif auquel on veut arriver. Aujourd'hui, dans un bâtiment automatisé, je pense qu'on peut décompter par 5, 6, 10 systèmes d'information entre la GDB, la SSI, le SSI, la GMAO et autres. Quand on est, ça veut dire que ce que je vous ai présenté en termes de connexion des systèmes, c'est encore gérable à l'échelle du bâtiment automatisé tel qu'il existe aujourd'hui. Mais le bâtiment automatisé, c'est tout ce qui est avant cette étape-là. D'accord ? Nous, notre objectif, c'est d'évoluer vers le bâtiment digital. Et donc, évoluer vers le bâtiment digital, ça veut dire évoluer vers un bâtiment dans lequel on va pouvoir déployer non pas 10 services, mais potentiellement 50, 100, 1000, 2000, 2 millions de services digitaux. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire comme sur votre téléphone. Sur votre téléphone, hier, vous avez un Nokia sur lequel vous déployez globalement 3 services. Je pouvais appeler, je pouvais téléphoner, donc envoyer des messages et jouer à un jeu. Aujourd'hui, vous avez un smartphone sur lequel vous pouvez déployer à la demande des milliers et des milliers d'applications. Donc le smartphone, c'est devenu le téléphone qui est le support des applications ou des services digitaux du téléphone. Eh bien, le smart building, c'est le bâtiment qui va devenir le support des services digitaux. Et on voit que quand on parle de services digitaux, et quand on parle de milliers de services digitaux, l'idée de pouvoir connecter tous les services les uns avec les autres n'a plus aucun sens. Et d'ailleurs, c'est absolument pas ce qui est fait dans votre téléphone ni dans votre ordinateur. Dans votre téléphone, on a déployé quelque chose pour que ça devienne un smartphone. Mais un smartphone, c'est un téléphone qui a iOS, Android ou un autre système d'exploitation à l'intérieur. Un ordinateur, c'est un système intelligent qui a Windows, Linux, Mac, macOS, enfin, un système d'exploitation. Et ce système d'exploitation, c'est un élément essentiel de l'architecture du système d'information qui va faire le lien avec tous les équipements qui sont en dessous, qui va mutualiser les données, structurer les données, ouvrir des API au-dessus pour qu'on puisse venir développer n'importe quelle application au-dessus. Et donc, parler de centre d'opération du bâtiment, finalement, moi, ça m'a permis comment dire, ça m'a permis surtout d'introduire la notion de Building Operating System et donc d'infrastructure logicielle mutualisée du bâtiment ou d'infrastructure de données mutualisée du bâtiment. Et donc, vous pouvez faire un parallèle complet entre Windows, Linux, iOS et ce que devrait être demain le système d'exploitation du bâtiment digital. Alors maintenant que je vous ai dit ça, je vous ai donné un petit peu les clés de ce dont je voudrais vous parler. L'objectif, c'est de rentrer un peu plus dans le détail et de vous montrer comment est architecturé ce système complet. Quelle est la place du BIM dans ce système? On est dans un monde qui n'est pas celui du manufacturing et des ordinateurs ou des téléphones, mais plutôt celui du bâtiment, dans lequel chaque bâtiment est différent. On va voir que le BIM va être un vecteur essentiel de la digitalisation du monde du bâtiment et de l'apparition de ces centres d'opération, de ces systèmes d'exploitation. Parler aussi un petit peu de confidentialité des données et de où fonctionne ce centre d'opération et ce système d'exploitation. Est-ce qu'il fonctionne dans le cloud? Est-ce qu'il fonctionne localement dans le bâtiment? Et pour ça, on verra qu'on sera plutôt enclin à parler de confidentialité, de gestion de temps réel, et donc tous les critères qui nous permettront de faire ce choix. Et puis, le dernier, c'est comment est-ce qu'on gère l'interopérabilité des systèmes. Et donc là, on va vraiment rentrer dans l'architecture du Building Operating System. Alors, rentrons dans le détail. Je
Je me permets de préciser, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous trouvez que ce n'est pas assez clair, n'hésitez pas à me mettre une petite remarque dans le chat, j'essaierai de préciser aussi au fur et à mesure. Alors, je vous l'ai dit, je rentre dans le détail, on a parlé beaucoup centre d'opération du bâtiment et interface de visualisation. Et ça, ce que j'ai essayé d'introduire, c'est que finalement, c'était la partie émergée de l'iceberg. Et que finalement, pour pouvoir créer cette solution-là, il va falloir réfléchir à toute la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire comment ce centre d'opération dialogue avec ce système d'exploitation et comment ce système d'exploitation dialogue avec tous les autres systèmes du bâtiment pour faire en sorte de mutualiser, de structurer les données et de les rendre interopérables pour présenter ça sur une couche de présentation qui soit plus ergonomique, soit sous la forme d'un centre d'opération, soit sous la forme d'une application MyBuilding, finalement sur n'importe quel support. Alors pour aller plus dans le détail, finalement, ce que j'aime bien, moi, c'est revenir à la définition d'un système d'information. Ce que je vous propose, ce n'est pas de réinventer la ligne, mais c'est d'envisager le bâtiment comme un système d'information. Et là, on a une assez bonne vue. Finalement, quand on parle de système d'information, on parle de plusieurs couches. Et on a dans la littérature, il y a des gens qui ont formalisé un petit peu cette représentation sous forme de pyramide, à savoir qu'un système d'information, c'est bien sûr les services que vous utilisez, et donc ce que vous visualisez, toutes ces interfaces graphiques, ces systèmes d'analyse, mais derrière, pour faire fonctionner tous ces services, il y a plein de couches. La première couche, la plus basse, c'est les données brutes. C'est ce qui pourrait sortir, par exemple, d'un capteur. Il y a un capteur de température dans une pièce. Ce capteur vous sort une valeur, qui peut être une valeur numérique ou analogique, qui est 13. Cette valeur 13, elle remonte à la couche supérieure dans un système d'information. Et donc, on va transformer cette information, cette donnée brute, en une information en lui rajoutant de la sémantique. C'est plus 13, ça va être 13 degrés du capteur de température numéro 10, du capteur de température numéro 10. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on trouve typiquement dans un système de gestion technique des bâtiments, dans un système SCADA aujourd'hui. Je fais remonter ma donnée brute dans une table dans laquelle cette donnée est associée à une ligne. Et cette ligne, je peux lui rajouter des données relatives à l'identification de ce capteur. Donc des données relatives à l'identification de ce capteur, mais aussi plus d'informations. Je peux potentiellement rajouter des tags pour enrichir un petit peu la sémantique. La troisième couche, c'est la couche de contextualisation. Et donc c'est là où on voit apparaître le BIM, par exemple. Donc dans cette couche-là, c'est plus un capteur, le capteur numéro 13, c'est le capteur numéro 13 dans la salle 2 qui est à l'étage 3 dans le bâtiment numéro 10 et cette pièce-là, elle est occupée par telle personne, etc. Donc le contexte, c'est réussir à faire un lien entre les données. Et donc là, on voit bien que le BIM, par exemple, est un outil qui fonctionne à ce niveau-là. Voilà. Et derrière, une fois que j'ai tout ça, je peux commencer vraiment à proposer des services à forte valeur ajoutée. Donc si j'essaie d'analyser le bâtiment automatisé ou le bâtiment digital à travers ce prisme, eh bien on peut commencer finalement à cadrer ou à donner un petit peu quelles sont les briques des différents systèmes dans cette vision-là. Et donc si je regarde un petit peu les systèmes GTB, je vois que les systèmes GTB sont des systèmes d'information qui ont une couche d'information brute, donc qui récupèrent bien les données, qui communiquent via des protocoles ces données auprès du cœur de base de données du système GTB. Et donc là, la base de données du système GTB, c'est souvent, même quasiment systématiquement, des bases de données qui fonctionnent à l'échelle du système d'information, donc de la base d'information. Donc j'ai une donnée qui devient une information. Et puis, par contre, souvent, dans ces systèmes-là, on n'a pas de couche de contextualisation. C'est-à-dire que la base de données ou le système de gestion de données ne connaît pas les liens entre les données. Par contre, on met en place de la supervision et des superviseurs avec des synoptiques et on positionne les données de manière correcte dans les synoptiques pour faire en sorte que l'utilisateur comprenne que cette donnée correspond à cet outil, correspond à cet équipement. Et donc, si j'essaie de représenter un peu comment fonctionne le bâtiment automatisé aujourd'hui, ben voilà, on a des silos, on a des systèmes d'information en silos qui présentent tous des données brutes, des informations pour lesquelles aucun n'a de couche de contextualisation et qui proposent un superviseur au-dessus. Alors maintenant, on a aussi des systèmes, quand on prend des gros éditeurs de GTB ou des gros éditeurs de SCADA, qui commencent à proposer des superviseurs multimétiers et qui commencent à désiloter, alors à désiloter plutôt en bas. C'est-à-dire à proposer des protocoles standardisés unifiés dans lesquels tous les objets
tous les capteurs, tous les actionnaires vont communiquer un petit peu de la même manière et on va commencer à avoir une base de données mutualisée. Et puis au-dessus de cette base de données mutualisée, on n'a toujours pas de couche de contextualisation, mais on propose un superviseur multimétier avec des synoptiques bien faits qui vont permettre d'aller prendre un petit peu toutes les données de cette base de données mutualisée. Donc ça, c'est plutôt les systèmes de GTD ou les systèmes SCADA modernes qui fonctionnent comme ça. Alors ça, c'est une bonne chose, mais ça reste limité par rapport à ce qu'on veut faire et par rapport à l'objectif final qui est vraiment de pouvoir passer au bâtiment digital. Et déjà, dans ces systèmes, on voit qu'il manque systématiquement cette couche. Et donc, on voit la raison pour laquelle aucun de ces systèmes ici n'est capable de se connecter de manière correcte avec les BIM. Et donc, l'objectif, c'est de montrer ou d'essayer de formaliser quelle serait l'architecture de données qui va permettre concrètement de connecter tous ces systèmes avec le BIM et de pouvoir déployer des services au-dessus. Alors, je vois que j'ai pris un petit peu de retard, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de passer au bâtiment digital. Je vous ai fait la comparaison avec l'ordinateur. C'est-à-dire que dans votre ordinateur, dans votre smartphone, vous avez une couche équipement, vos claviers, votre écran, votre souris, votre caméra. Vous déployez des applications digitales, ça peut être du Word, du Excel, des jeux vidéo, la vidéoconférence. Et pour faire le lien entre tout ça, finalement, vous avez une infrastructure mutualisée qui est composée d'une infrastructure matérielle, le bus, la carte mère, la RAM, etc., et d'une infrastructure logicielle qui est le système d'exploitation. Et le système d'exploitation a pour rôle, via les drivers, de se connecter aux équipements, de mutualiser les données, de les structurer et de vous offrir des API, des Software Development Kits au-dessus pour que des éditeurs de logiciels puissent venir développer et déployer n'importe quel service digital au-dessus. Eh bien, le bâtiment digital, c'est exactement pareil. C'est un bâtiment en 3 couches sur lequel on veut déployer des applications digitales, sur lequel on a énormément d'équipements et sur lequel ce qui manque, c'est déployer cette infrastructure logicielle mutualisée. Et principalement, donc c'est le passage à l'IP, ça c'est vraiment ce qui est proposé par la R2S aujourd'hui, donc le bâtiment ready to service. Et ce qu'on propose nous de rajouter en plus, c'est le système d'exploitation du bâtiment digital, donc cette infrastructure logicielle mutualisée qui va permettre de structurer, de mutualiser, de structurer les données, d'ouvrir des API au-dessus. Alors comment ça se traduit dans mon système d'information? Dans mon système d'information, ça se traduit exactement de cette manière. La couche équipement, c'est ce qui me permet de me donner les données brutes. L'infrastructure mutualisée, c'est celle qui va permettre de transformer ces données en informations et de contextualiser les informations. Et la couche applicative, c'est toutes les applications que je vais pouvoir, tous les services que je vais pouvoir développer au-dessus. Et ces services, je peux les développer dans mon bâtiment. Après tout, dans votre ordinateur, vous avez du Word, du Excel, ça fonctionne dans votre ordinateur. Tout comme vous pouvez aussi utiliser des services dans le cloud. Et ça, quand vous utilisez par exemple du Google Drive, du Google Docs, c'est des applications que vous utilisez dans le cloud. D'accord? Donc les services, on peut en avoir dans le bâtiment et à l'extérieur du bâtiment. Et donc, si j'essaie de reprendre la même chose et de vous donner l'architecture globale du système d'information qui permettra de passer au bâtiment digital, ben voilà un petit peu ce qu'on propose, c'est-à-dire une architecture donc j'ai mes équipements qui communiquent via des protocoles avec la base de données mutualisée. Et donc là, on voit qu'on veut faire de l'interopérabilité au niveau des équipements en essayant de proposer des protocoles interopérables. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi rajouter ces 2 couches de sémantique et de contextualisation et ouvrir ces API pour qu'on puisse aussi avoir de l'interopérabilité au niveau des données. Et ça, c'est très important parce que c'est les gens qui travaillent au-dessus, ici, les gens qui sont des éditeurs de logiciels, des SS2I, pour eux, ce qui les intéresse, ce n'est pas réellement l'interopérabilité. C'est bien sûr l'interopérabilité au niveau des équipements et des données brutes des équipements, mais c'est surtout l'interopérabilité au niveau des données contextualisées. Et donc là, on a vraiment l'architecture du système d'information du bâtiment digital, dans lequel j'ai mes équipements, j'ai ma couche mutualisée avec un OS de bâtiment qui doit mutualiser les données, être capable de communiquer via des drivers avec l'ensemble des équipements, contextualiser toutes les données, et là on voit que le BIM est une chose importante parce que c'est celui qui va permettre de structurer toutes les données du bâtiment. Chaque bâtiment étant différent, c'est vraiment la maquette BIM ou la structuration de la maquette BIM qui va nous permettre d'organiser les données et de pouvoir associer à chaque objet physique dans le bâtiment des données qui viennent du réseau. Et au-dessus, ouvrir des API et des Software Development Kits pour faire en sorte que tout le monde puisse venir développer ses propres applications. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est que le centre d'opération du bâtiment?
Finalement, c'est une série d'applications, ici, qui ont pour vocation à venir accompagner l'opération, enfin l'exploitation et la maintenance du bâtiment. Mais bien sûr, quand on est dans ce schéma-là, finalement, le superviseur, au lieu d'avoir directement un superviseur au-dessus de la GTB, on a une plateforme de développement applicatif et la supervision ou la supervision multimétier, ce ne sont que des applications qui tournent au-dessus de la plateforme de gestion applicative. Et donc c'est sous cette condition-là, si on réussit à faire finalement cette architecture, ce que nous on essaie de développer depuis une dizaine d'années maintenant, c'est de cette manière-là qu'on arrivera finalement à faire en sorte de pouvoir rendre tous les systèmes et tous les services interopérables. Quand on parle d'interopérabilité, il y a bien sûr l'interopérabilité équipement avec les protocoles, mais il y a aussi l'interopérabilité au niveau des données, avec la contextualisation des données. C'est comme ça qu'on arrivera à rendre finalement le bâtiment digital et à apporter de la flexibilité des solutions sur l'ensemble du cycle de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de cette manière-là, on sera capable simplement de venir installer, déployer une application ou l'enlever très simplement parce que l'application n'est pas celle qui contient la contextualisation, ce n'est pas celle qui contient les données. Ce qui contient les données, c'est le système d'exploitation et toutes les applications sont là pour venir enrichir, présenter, analyser les données du système. Et donc, en fonction de l'état de vie du cycle de vie du bâtiment, on peut venir les prendre, les retirer, les déployer, les supprimer, exactement comme ce que vous faites avec votre ordinateur ou avec votre smartphone. Et puis de cette manière-là, on va venir aussi maîtriser la confidentialité et les flux de données. Ce Building Operating System, soit vous supposez que vous n'avez pas réellement de problème de confidentialité dans votre bâtiment, et donc vous pouvez le déployer dans le cloud, soit votre bâtiment est un asset, et les données de ce bâtiment-là, et les données par exemple des personnes qui utilisent ce bâtiment, qui peuvent être par exemple les salariés d'une société, sont réellement confidentielles, et à ce moment-là, vous pouvez aussi déployer ce système directement dans le bâtiment. Et parmi les applications qu'on fait tourner au-dessus, il y a des applications de filtrage qui vont dire ces données, j'ai le droit de les envoyer dans le cloud, ces données, je n'ai pas le droit. Et donc, je vais permettre de filtrer, d'anonymiser, de garantir la confidentialité de l'ensemble des données du bâtiment. Et donc, par exemple, c'est assez à la mode en ce moment, d'être compliant avec la RGPD. Voilà. Et c'est aussi des systèmes qui vont aussi permettre de faire le lien entre deux mondes, le monde du big data qui est dans le cloud, le monde de l'automatisation industrielle, voilà, et de pouvoir permettre de gérer les flux de données. Et là, on va parler de fog computing. Je ne vais peut-être pas préciser concrètement dans cette présentation ici, mais ça pourrait être le sujet d'une présentation un petit peu plus technique ou d'un webinaire un peu plus technique aussi. Donc là, sur ce chapitre, je vois que j'ai pris beaucoup de retard. Ce que je vous propose, c'est, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. J'ai encore un autre chapitre que je peux continuer, qui était plutôt autour de la question, est-ce que c'est maintenant? Tout ce que je vous propose là, est-ce que c'est de la science-fiction qui peut l'installer dans 5 ans ou est-ce qu'il faut commencer maintenant? Vous comprendrez que moi j'ai une conviction qui est, il faut l'installer maintenant. Je pense que nous, on trouve énormément de clients aujourd'hui et de maîtres d'ouvrage, d'exploitants des bâtiments qui se disent aussi que ce serait intéressant de commencer maintenant. Mais on trouve aussi des équipementiers qui se posent vraiment la question du couplage entre le BIM et la GTB, par exemple. Et finalement, nous essaie d'intégrer ça dans une vision beaucoup plus globale, qui n'est pas juste faire de la supervision BIM, mais vraiment faire de l'exploitation des données BIM. Alors, je vais me poser la question, est-ce que vous préférez poser des questions ou est-ce que vous préférez que je continue sur mes 4 derniers slides? Bon. Écoutez, parfait, je continue. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser, j'essaierai d'y répondre en même temps. Donc, la dernière partie, c'est est-ce le bon moment pour passer au bâtiment digital? Alors moi, je vais essayer de vous convaincre que oui, bien sûr, mais je vais essayer de vous donner les arguments et à vous ensuite de les prendre ou de ne pas les prendre. Alors le premier argument, le premier facteur qui pour moi pousse à l'évolution, c'est, si on regarde toujours mes systèmes d'information, je vais essayer de regarder les couches basses. Les couches basses, c'est tout ce qui est équipement.
On va dire qu'hier, ça avait vraiment, comme j'étais une société, un équipementier, ça avait vraiment du sens. Je pouvais me différencier en proposant des équipements un petit peu nouveaux, un petit peu modernes. Je pense qu'aujourd'hui, on peut toujours le faire, mais pour la majorité des équipements du bâtiment, on commence à avoir une commoditisation de ces technologies qui fait qu'on peut commencer à retrouver des entreprises qui ne sont pas uniquement des entreprises de très haute technologie, qui maîtrisent comment dire, la capacité à produire des capteurs connectés et être capable de produire finalement des équipements qui vont permettre de remonter de l'information et des données dans le bâtiment. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui sont là. Je vois que Christophe de l'achat est en ligne de chez Aguerre. Je pense que tu confirmeras, mais il commence à y avoir potentiellement une guerre des prix aussi à ce niveau-là, ce qui fait qu'en tant qu'équipementier, pour se différencier, il va pas falloir rester uniquement à cette étape-là, mais il va falloir essayer de monter et de proposer potentiellement des services à valeur ajoutée au-dessus de nos équipements. Voilà. Et ça, si vous regardez, c'est exactement ce qui se passe dans le monde de l'ordinateur, où on a des sociétés comme Nvidia qui proposaient des cartes graphiques et qui ont essayé de se distinguer, soit en proposant des cartes graphiques de meilleure qualité, mais aussi en proposant des jeux vidéo, en se couplant avec des éditeurs de jeux vidéo qui utilisaient des cartes graphiques avec de la valeur ajoutée, ou en proposant même des solutions de calcul spécifiques avec de la valeur ajoutée. Donc ils se sont verticalisés et ils ont essayé de proposer des services nouveaux à partir de leurs équipements. Donc ça, pour moi, c'est un vecteur qui pousse à l'évolution de la part des équipementiers du monde du bâtiment. Un second vecteur, c'est des nouvelles offres de services. On vous l'a dit, de la même manière qu'il y a une commodisation de la capacité à développer des équipements, il y a aussi une commodisation complète et une généralisation complète des compétences qui visent à savoir connecter un équipement et faire remonter de la donnée. Tout l'IoT, finalement, je pense que n'importe quel étudiant qui sort de n'importe quelle école d'ingénieur a été capable de prendre un petit Raspberry Pi ou un petit Arduino, de mettre ces petits capteurs et de faire remonter la donnée. Excusez-moi, il y a un petit peu de bruit derrière. Donc de faire remonter de la donnée dans le cloud vers un système qui peut être hébergé par Amazon, qui peut être hébergé par Microsoft, et d'y associer des systèmes d'analyse qui vont être très riches, des systèmes de machine learning, etc. Donc en gros, à proposer avec des équipements qui ne sont pas forcément de très très bonne qualité, des services qui, eux, peuvent être très très riches, parce qu'ils ne se sont pas concentrés sur l'équipement lui-même, parce que finalement, toute la remontée de données, c'est quelque chose qui est très simple. Je mets mon équipement, je mets un petit connecteur IP ou un petit connecteur Sigfox, j'accède à la donnée, et puis je prends des bases de données standards du marché, je commence à utiliser des solutions de machine learning qui me permettent de proposer des services très riches à partir d'équipements très simples. Et donc là, ça veut dire qu'il y a quand même tout un axe de proposition de valeur et plein d'entreprises qui arrivent, alors qui ne sont pas forcément encore très compétentes dans le monde du bâtiment, mais je peux vous assurer que ça va arriver très vite, parce que, en tout cas, elles sont compétentes pour connecter de la donnée et pour analyser de la donnée. Et donc, toutes ces sociétés-là, elles arrivent et progressivement, elles vont commencer à comprendre ce qu'est le monde du bâtiment, à comprendre que peut-être qu'une offre complètement connectée sur laquelle je connais directement l'équipement au cloud, c'est pas suffisant, il faut peut-être des couches intermédiaires, mais je vous assure qu'ils ont la capacité à proposer ces couches intermédiaires. Et donc ça vient aussi rompre un petit peu, et on commence à voir d'ailleurs tous les exploitants de bâtiments qui, ces 3 dernières années, voire ces 4 dernières années, ont fait énormément de tests de plein de solutions pour la réservation de salles, pour le confort, etc. Et commencent à voir que ces solutions sont peut-être pas tout à fait au point, mais commencent à proposer à ces petites entreprises de les mettre au point. Et donc, en fait, c'est déjà parti de ce point de vue-là. Le troisième point, c'est aussi tout ce qui concerne les nouveaux business models collaboratifs et les API ouvertes dans le domaine du cloud. Si vous regardez, on disait que le monde du bâtiment, c'est vrai que le côté API ouvert dans le monde du bâtiment, c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise depuis longtemps. Alors même si, la réalité, c'est qu'on a quand même des protocoles qui ont été standardisés depuis assez longtemps et que ça correspond déjà à des API ouvertes. Il ne faut pas non plus l'oublier. Mais par contre, dans le domaine du cloud, vous n'avez pas aujourd'hui un seul éditeur du cloud, je prends même les très gros, des Google, des SAP qui se mettent dans le cloud, des Salesforce, etc., qui ne proposent pas des solutions sur base de plateforme avec des API ouvertes. Et ça veut dire qu'on a aussi un changement radical de quelle est la concurrence, avec potentiellement la capacité à avoir plein de petites entreprises qui vont pouvoir se connecter les unes avec les autres
et qui seront capables d'apporter des solutions qui auront beaucoup plus de valeur ajoutée que des solutions qu'une entreprise pourrait apporter, une entreprise toute seule pourrait apporter. Autrement dit, si je regarde des sociétés qui proposent des IWMS, des systèmes de GTD, et qui proposent un petit peu des solutions de bout en bout fermées, là on voit bien qu'elles commencent à se faire concurrencer par des sociétés qui sont plus ouvertes, mais qui peuvent exploiter les compétences de milliers et de milliers de personnes. Et donc si vous voyez, je reprends mon parallèle avec l'ordinateur, si vous voyez comment sont développées des sociétés comme Microsoft ou Apple, finalement, Apple, c'est un équipementier qui propose tous les équipements, plus l'OS, et qui a complètement ouvert au-dessus, avec des API au-dessus, parce qu'il a supposé qu'il n'était pas capable de fournir tous les services du bâtiment. Microsoft, c'est une société qui s'est concentrée plutôt sur le système d'exploitation et qui a ouvert complètement en bas les drivers et au-dessus les API, en se disant, je ne suis pas capable de proposer toutes les applications, j'en propose quelques-unes, comme le pack office, et je ne suis pas capable de proposer tous les équipements. Et c'est des sociétés qui sont vraiment dans le cœur de ce qu'est digital aujourd'hui, à savoir, je propose un service avec des API complètement ouvertes, ce qui fait que je peux partager et je peux utiliser les compétences de millions et de millions de personnes dans le monde, et profiter des compétences de millions de personnes dans le monde. Et ça, pareil, dans le bâtiment, on y arrive progressivement, mais c'est déjà parti dans le monde de l'IT depuis très longtemps. Je pense que c'est exactement ce qu'on voit apparaître avec les préconisations de la R2S, dans lesquelles on demande systématiquement de l'IP et des API ouvertes et documentées. Et enfin, le dernier point, c'est de dire que, vous voyez que l'architecture qu'on propose, elle est plutôt complexe, elle n'est pas non plus très très simple, mais même si elle est complexe, on a tous les outils qu'il faut pour le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que le BIM arrivant et la révolution du BIM, ça nous permet maintenant d'apporter la couche de contextualisation des données. Et ça, c'est un point très important qui rend ce système d'exploitation possible dans le monde du bâtiment. Et de la même manière, on a aussi toutes les nouvelles technologies de machine learning, d'analyse de données qui se développent à vitesse grand V dans le cloud et qui finalement rendent quasiment complètement obsolètes tous les petits systèmes de supervision qu'on pouvait avoir avant. C'est-à-dire que si vous voulez un petit système de gestion énergétique proposé par un constructeur, et si maintenant vous avez un système ouvert, vous allez pouvoir profiter des compétences de plein de petites boîtes ultra spécialisées dans leur métier qui vont vous faire des choses exceptionnelles en termes de traitement de données. Et vous allez voir que vous allez avoir finalement une analyse et une compréhension de votre bâtiment qui va être beaucoup plus riche. Et donc il y a quand même beaucoup de ruptures technologiques aujourd'hui qui ne sont pas simplement en cours, qui sont assez matures. Le BIM, ça commence à être quelque chose d'assez mature. Le machine learning, c'est quelque chose d'assez mature. On commence à trouver plein d'entreprises qui sont capables de faire du BIM, qui sont capables de faire du machine learning, de l'analyse de données et du traitement de données. Et finalement, ça, c'est aussi un facteur qui pousse à l'évolution parce que les technologies sont là, elles sont présentes, et il n'y a aucun frein technologique à voir apparaître les offres qu'on propose aujourd'hui. Autrement dit, ce qu'on voit, si j'essaie de résumer les 4 points, on a aujourd'hui des ruptures technologiques qui rendent le bâtiment digital possible. On a des millions de compétences, on a des compétences qui sont beaucoup plus réparties et beaucoup plus généralisées, qui fait que si vous mettez dans un processus avec une plateforme d'intégration, dans un processus système d'information intelligent, vous trouverez demain une SS2I qui est capable de faire ça. Alors la SS2I complète qui est capable de maîtriser les protocoles du bâtiment et le développement applicatif, il n'y en a pas beaucoup, mais on commence à en voir apparaître. Et on commence à en voir apparaître. Nous, on a déjà identifié quelques-unes, donc si vous avez besoin, on pourra même vous donner quelques noms. Et donc finalement, il n'y a plus de problème de compétences, il n'y a plus de problème de technologie, il y a juste un problème d'adoption marché, c'est un vrai problème, mais tout ça, ça avance quand même. Et nous, on a de plus en plus de demandes assez systématiques. Et je suis sûr que même vous, si vous travaillez dans des bureaux d'études, voilà, vous voyez que vos maîtres d'ouvrage, maintenant, chez eux, il y a la DSI qui commence à intervenir sur le déploiement des systèmes d'information du bâtiment. Qu'on vous demande du BIM, et donc qu'on vous demande de la gestion de données, et qu'on vous demande du BIM d'exploitation potentielle, et donc ça veut dire comment est-ce que je peux réutiliser toutes ces données sur tout le cycle de vie de mon bâtiment. Voilà. Donc là, je pense que je suis arrivé au bout. Je suis désolé, j'ai tenu en 1 heure au lieu de 40 minutes. J'essaierai de condenser tout ça pour la prochaine fois. Et je finirai juste en vous disant que nous, c'est notre métier de faire ça, donc on essaie de travailler là-dessus. Hein. Je ne dis pas qu'on a toutes les solutions, qu'on est capable de tout faire, mais par contre, on évolue. Et on évolue vraiment avec la vision que je vous ai proposée, c'est-à-dire en architecturant tous nos systèmes comme ça.
Et aujourd'hui, on essaie de proposer des solutions de Building Operating System, de SEO qui permettent de traiter toutes les données, d'organiser les données, et de centres d'opération du bâtiment qu'on fait évoluer avec nos clients, à la demande de nos clients. Et pour ça, on a identifié aussi des partenaires qui sont des sociétés de services. On travaille aujourd'hui avec Devoteam, avec Fujitsu par exemple, qui sont capables de venir déployer des solutions à façon et donc de venir enrichir progressivement tous ces petits services que je vous ai montrés au-dessus du Building Operating System pour faire émerger progressivement le bâtiment digital. Je vous remercie, je pense que je vais m'arrêter là. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de répondre vraiment à vos questions. Si vous avez, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je sais qu'il reste peu de temps, mais j'essaierai d'y répondre. Merci à vous. Alors n'hésitez pas. Hein. Alors, pendant que vous êtes en train de réfléchir ou d'écrire vos questions, tout ça c'est enregistré. On vous mettra ça en ligne on a notre compte YouTube et donc on vous proposera, il suffit de demander, on vous proposera d'aller charger la vidéo en ligne et on vous donnera, donc comme ça vous aurez accès à tout le webinaire en ligne. Ce qu'on peut vous proposer aussi, si vous voulez concrètement, si vous avez des projets à court terme et que vous voulez une plateforme de démonstration, on peut aussi vous mettre ça à disposition. Alors, est-ce qu'on peut fournir le BOSS sans le BOC? Oui, c'est deux solutions complètement indépendantes. Le BOSS, c'est une plateforme de gestion de données. Par contre, fournir le BOSS sans le BOC ou sans application au-dessus, c'est aussi un petit peu étrange. C'est comme si vous vouliez utiliser Windows sans application au-dessus ou iOS sans application au-dessus. La réalité, c'est que le BOSS, c'est une couche indispensable, mais que les gens n'utilisent pas le système d'exploitation, ils utilisent des applications qui tournent au-dessus du système d'exploitation. Donc, ce que je pense, c'est qu'on peut fournir le BOSS, et si par contre, ce qu'il faut, c'est de fournir quand même avec une application qui tourne au-dessus, qui va donner du sens à tout ce qu'on est en train de faire. Alors, BOC provenant d'un autre fournisseur, oui, complètement. Nous, ici, aujourd'hui, on s'est connecté dans le cadre de ce qu'on vous a présenté. L'interface graphique, c'était on a utilisé le viewer de Autodesk Forge, donc qui est un viewer open source qu'on a connecté au-dessus de notre plateforme. Et si demain, vous voulez utiliser d'autres interfaces graphiques, il va falloir intégrer. Il va falloir juste intégrer les deux solutions. Et ça, vous pouvez demander soit à nous, en tant qu'intégrateur, soit à un partenaire, donc une SS2I, je vous ai cité Fujitsu, Devoteam, il y en a d'autres, hein, qui pourront vous intégrer les deux solutions et qui permettront d'utiliser vos interfaces standards, à condition bien sûr qu'elles aient des API et qu'elles permettent cette intégration, ce que nous on permet en tout cas. Mais oui, pas de souci. Et d'ailleurs, même si vous utilisez notre Building Operations Center aujourd'hui et que demain vous avez une application de visualisation concurrente que vous trouvez meilleure, on est comme sur Windows, la plateforme est complètement ouverte et rien ne vous empêche d'installer une solution concurrente, entre guillemets, ou des applications, des services concurrents à ceux qu'on pourrait proposer, nous, au-dessus de ce système d'exploitation.